que nous allons pouvoir commencer cette avant-dernière conférence de la journée et une conférence en groupe, la première de ce Jonetsu 666, où nous accueillons donc toute une partie de l'équipe qui a réalisé le film d'animation Mars Express. Comme je disais, il est sorti il y a environ 6 mois au cinéma, il sera bientôt disponible en vidéo. Et pour cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas directement présenter nos intervenants parce qu'il y a du monde. Je vais vous laisser directement prendre la parole et vous présenter. Donc vous pouvez les applaudir pour cette présentation. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup, merci d'être venu assister à cette conférence. Donc on a beaucoup de chance, on a pu réunir quelques membres de l'équipe qui ont pu venir. Donc tout au bout, on a Fanny Bricotto qui s'occupe du sound design sur le film. À côté, Marion Roussel au layout posing. Ensuite, Jérémy Perrin, le réalisateur. Anaïs Myrias. C'est bon? Vas-y. C'est Myrliaz. J'ai pas dit ça. Anaïs Myrias, excuse-moi. Anaïs Myriaz, donc animatrice 2D, et Anne Raffin au décor. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien savoir parmi vous qui a pu voir le film. Super. Donc on a une grande partie du... Alors on va pas trop spoiler, mais si vous avez pas vu le film, on va quand même montrer quelques extraits. Je préviens. Et j'ai envie de savoir, moi, s'il y en a certains qui ont backé le making-of sur... Ah, quelques-uns. Super. Vous avez regardé le making-of déjà ou vous attendez la sortie Blu-ray ? D'accord. Bon, merci beaucoup. Donc moi, je suis Alex Pilote, j'ai réalisé le making-of, je les ai suivis pendant 5-6 ans. C'était une aventure passionnante, je suis vraiment content qu'on puisse partager ça un peu avec vous aujourd'hui. Et donc, ce making-of durera 4 heures, et il fera partie de l'édition Blu-ray, qui sortira à la fin du mois. Voilà. Jérémy, le film est sorti déjà il y a quelques mois. Est-ce que tu as pu prendre un peu de recul après la tourmente du... Eh ben, pas du tout. Vu que je suis tout le temps dans des conventions, des conférences, comme aujourd'hui, j'ai jamais le temps d'y réfléchir vraiment et je ne fais que débiter des réponses à des questions qui sont un peu tout le temps les mêmes. T'as l'impression d'être un peu en mode pilote automatique Oui, c'est ça, je suis un peu en pilote automatique. Non, mais en fait, là, le film est sorti aux États-Unis vendredi, et donc il a droit à un doublage en américain. Et en fait, j'attends un peu de voir cette version-là pour un peu avoir un nouvel angle sur le film avec une nouvelle, des nouvelles voix, nouveaux comédiens et comédiennes. Ça peut être assez cool. Alors, je vous propose de revivre rapidement la production. J'ai résumé en fait le making-of en 3 minutes. J'ai réduit les 4 heures en 3 minutes. On va regarder ça rapidement ensemble. Donc, vous avez un retour ici si vous voulez, sinon derrière. Donc, d'abord, il y a eu l'écriture avec Laurent Sarfati, le co-scénariste. Là, on vous voit commencer les premiers designs. Là, c'était avant même le financement. Ça faisait partie... Tu rajoutes des choses hein, s'il y a besoin. Ça faisait partie un peu du dossier de présentation pour obtenir les sous. C'est ça, en fait. Il y a toute une période de pré-production, on va dire, où on commence non seulement à réfléchir au design, alors ça se passe évidemment après l'écriture du scénario qui a été validé avec le producteur, et dans la recherche de financement, on fait généralement un teaser, un pilote, c'est une espèce de, comme on dit, un proof of concept en fait, c'est-à-dire c'est la démonstration de ce qu'on cherche esthétiquement à obtenir, techniquement, l'ambiance, le ton du film, et en même temps c'est une manière aussi pour un noyau qui travaillera sur le film à la fin d'avoir une idée de comment on va fabriquer le film et si on est capable de le faire, etc., de déjà faire des petits tests de ce qu'on est capable d'obtenir, tout simplement. Et donc, dans cette période-là, il y a aussi ce moment où on réfléchit déjà à des designs de personnages qui n'apparaîtront pas nécessairement dans ce pilote, mais bon, il se trouve aussi que moi, j'avais, en fin d'écriture, déjà commencé à dessiner. C'est un truc que je retarde le plus possible. Et par exemple, justement, là, on voit à l'écran qu'il y a un personnage qui s'appelle Chris Roy Jacker et qui n'est pas du tout comme ça dans le film final. Pourquoi ? Parce que je l'ai dessiné un peu trop tôt dans un stade d'écriture du scénario où le personnage était pas le même. C'était supposé être de mémoire le père adoptif d'Aline, et donc il devait être plus âgé qu'elle. Et au final, on a totalement changé ce rapport-là. Il n'a plus aucun rapport familial, ce personnage avec Aline. Ils sont simplement anciens camarades, etc. Et donc, il était beaucoup trop vieux.
avec ce design-là. Mais au fond, et comme j'aime pas gâcher des designs, je l'ai recyclé sur un autre personnage en fait. Donc il est devenu le père de Dominique Vigée, qui est un autre personnage du film. D'accord. Ensuite, c'est encore les designs. Là, on voit Michael Robert, le directeur artistique, qui travaille sur les décors. Là, en fait, vous êtes en train de préparer quelques minutes d'animation qui vont vous servir à démarcher des éventuelles personnes qui vont pouvoir financer le film, notamment au Cartoon Movie, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Le Cartoon Movie qui se déroule à Bordeaux. C'est cette occasion, c'est ce qu'on voit là, je crois. D'ailleurs, on était en train de faire déjà des conférences, encore et encore. Et là, on vous voit aller chercher les sous au CNC. Oui. C'est très important aussi, c'est aller récupérer l'argent. Tout à fait, tout l'argent là où il est, on gratte tout ce qu'on peut. Non, mais alors il y a plein de manières de récupérer de l'argent, mais c'est quand même toujours un peu les mêmes dans l'animation et dans le cinéma live, tout simplement français. C'est évidemment le CNC, c'est évidemment les chaînes de télévision qui mettent de l'argent pour aussi finalement produire des films qui plus tard diffuseront sur leurs canaux de diffusion. C'est aussi les aides de région, et on y reviendra certainement tout à l'heure. Ça explique pourquoi on a dû faire le film à 5 studios. C'est que les régions de France ont des budgets culturels à dépenser, et potentiellement dans du cinéma, qu'il soit live ou d'animation. Et donc il y a des studios comme ça qui sont dans certaines régions de France et qui du coup j'allais dire louent leur service, pas du tout, mais disons que c'est un moyen de récupérer de l'argent que de travailler avec des studios dans des régions, parce que cet argent de région doit nécessairement se dépenser localement. Voilà, c'est ça que je cherchais à dire en fait depuis le début. Et donc, avant même que le budget soit complètement bouclé, tu vas travailler pendant 1 an sur ce qu'on appelle l'animatique, une espèce de storyboard animé. C'est ce qu'on voit là à l'image. Oui, on est à une époque un peu étrange où, quand on parle de storyboard, comme on fait tout en numérique aujourd'hui, le storyboard est plus fait sur papier, en tout cas dans les grosses productions. Dès qu'on sort un petit peu du court-métrage, peut-être, où là, on fait un peu comme on veut, mais nous, maintenant, pour des raisons d'efficacité, on fait tout en numérique, dans des logiciels prévus à cet effet. Et il se trouve que, comme c'est numérique, on peut faire lecture sur un storyboard, ce qu'on ne pouvait pas faire sur des feuilles en papier, évidemment. Et donc, ça veut dire il y avait quand même des indications de durée sur les bords papier, mais là, tu peux... C'est ça, mais là, on peut le voir très précisément. Ouais. Et du coup, je veux dire, en fait, aujourd'hui, il y a un truc à savoir, c'est que les storyboarders, avec ces logiciels-là, on a l'impression, et c'est vrai quand même, qu'il y a beaucoup de facilité et des choses qui sont plus simples à faire, comme copier-coller un décor ou des éléments, etc. Mais ces simplicités-là, ces facilités-là amènent une surdose de travail supplémentaire, parce que comme on peut faire ça, on leur en demande encore plus. Donc c'est un truc un peu pénible. Bon, là, moi, je me plains pas, parce que j'étais dans j'ai fait une grande partie du storyboard tout seul, et que je suis un malade mental, et que et que ça me plaît aussi d'être précis dans ce que je fais, mais j'en glisse quand même une pour les prods de séries télé qui sont assez, voire trop exigeantes sur le travail de storyboard, et qui devraient peut-être mieux payer les storyboarders. Allez, je le dis comme ça. Voilà, c'est dit. Donc tu t'étais mis ce défi de faire ce board, cette animatique tout seul. Finalement, tu as été rejoint par des gens qui t'ont aidé à la fin, parce qu'il fallait avancer. Là, on te voit chez toi, parce que c'était en plein pendant le confinement. Donc on n'avait plus le droit de sortir, tu travaillais à la maison. Et Qu'est-ce que tu faisais chez moi alors? C'est bizarre. Qu'est-ce que tu faisais chez moi alors? J'avais pas qu'une caméra. Et là, ensuite, quand l'animatique est quasiment terminée, vous faites venir les comédiens et vous faites ce qu'on appelle la création de voix. C'est-à-dire, souvent il y a une confusion, les gens pensent qu'on fait du doublage, c'est-à-dire que tout est déjà prévu, pré-animé, et que les comédiens doivent se caler sur l'image comme on fait pour doubler un film d'animation qui viendrait de l'étranger, par exemple. Là, c'est pas du tout ça. Je vous ai vu travailler, vous essayez plusieurs fois les textes, les comédiens peuvent proposer des choses, on peut changer la durée, on peut changer les dialogues. Il y a une vraie création, comme si on créait une scène de cinéma avec les comédiens, c'est ça? Oui, c'est ça. Le doublage, c'est vraiment cette partie d'adaptation, de traduction-adaptation d'une œuvre étrangère, et c'est ce principe de poser sa voix à la place de voix américaine, japonaise, que sais-je, avec ce principe de
presque de karaoké. J'ai oublié le terme là tout d'un coup, mais la bande rythmo, c'est ça? La bande rythmo, merci. Et voilà, alors que là, oui, c'est ce qu'on appelle de la création de voix. On part juste du scénario. En réalité, moi, j'aimais bien ne pas trop montrer de choses aux comédiens et aux comédiennes pour leur laisser aussi une certaine liberté d'interprétation pour enrichir encore leur personnage sur des choses que j'aurais pas forcément imaginées. Ouais. Alors je leur donnais quand même un contexte général. On aurait dit une partie de jeu de rôle. Tu es tel personnage, tu arrives dans telle pièce, tu vas faire ça. Mais il n'y a rien autour d'eux, ils n'ont aucun visuel en fait. Alors de temps en temps, on montrait quelques petits trucs, notamment pour les scènes d'action, parce que quand on leur demandait de faire des réactions physiques, enfin d'efforts physiques, il fallait quand même leur montrer un petit peu de quoi ils retournent pour que l'effort ou le rythme de ces éléments-là soit quand même assez correct et pas un peu au hasard et puis on se débrouille. Donc de temps en temps, je montrais quand même des trucs, mais j'aimais bien ne pas trop montrer. Et au fond, je crois que ça leur plaisait bien, la plupart, parce qu'ils avaient l'impression de pouvoir s'approprier le personnage, ce qui était le but. Et on précise que c'est pas exceptionnel dans la production de films en France, c'est un peu la norme aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et puis même, alors j'allais dire même aux États-Unis, mais il me semble que oui, effectivement, c'est une certaine norme dans la production de films d'animation pour chacun des pays dans lesquels on fait des dessins animés, quoi. Alors peut-être au Japon, je sais pas comment ça marche vraiment. Je crois que ça arrive quand même relativement tard. Ouais, c'est ça, hein, ça arrive plus tard et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense les lip-sync japonais sont spécifiquement rythmiques plus que corrects en termes de labial. Je pense une des rares exceptions, c'est Akira où il y avait vraiment du lip-sync dessus et on peut voir l'animation, il y a des hauts dans les... Il y a des hauts qu'il n'y a pas voilà, et qu'il n'y a jamais dans aucun autre dessin animé. Tout à fait. Alors on avance un peu, là on est chez Gaoshan qui ont commencé à animer tout ce qui est partie 3D, parce que le film est hybride entre animation 2D et 3D. Ici on voit des animateurs en train de travailler sur la 2D, donc je trouve ça magnifique, moi je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça incroyable. Je trouve même que ça a parfois plus d'impact de voir l'animation qu'une fois que c'est terminé. Donc ça c'est un énorme travail aussi sur plusieurs studios, donc on y reviendra. Ça c'est l'étape de compositing, donc on assemble tous les éléments, le décor, les personnages et on ajoute tous les effets de lumière, tout ce qui va donner de la profondeur et du style à la scène. On arrive ensuite à la partie musicale, là il y a Fred Avril qui est le co-compositeur et derrière Philippe Monteil qui ont composé la bande originale du film. Et on arrive à la fin, là c'est le travail de mixage avec Fanny qui nous en parlera tout à l'heure. Une fois que le mixage est terminé, le film va à Cannes, incroyable. Là, c'est la présentation du film sur la plage. C'est la première mondiale, hein. C'est la première fois que vous présentiez le film à un public, donc un moment important pour l'équipe. On passe directement à Annecy, où le film a été très bien accueilli, avec une standing ovation interminable. Puis ensuite, il y a les avant-premières à enchaîner. Donc c'est quasiment tous les jours, pendant des semaines. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas plusieurs fois par semaine, répondre aux questions des gens, présenter le film, et enfin, le film sort en salle. Voilà. Ça, c'est le parcours, tout ça, ça a duré, et enfin, voilà, les spectateurs, on voit un spectateur qui, le jour de la sortie, va aller voir le film Mars Express. Donc tout ça, ça a duré un peu plus de... Il y en a eu un. Voilà. Il y en a eu un peu plus de 200 000, c'est ça, au final. Donc, tiens, d'ailleurs, plus de 200 000 spectateurs, c'était l'objectif est rempli pour toi ou est-ce que... Oui, ça faisait partie des espoirs qu'on avait, c'était d'être au moins à 200 000 par là, quoi. Et alors je sais pas le chiffre exact final, mais c'est la dernière fois que j'ai eu un chiffre, c'était 214 000, mais bon, ça doit être un petit peu au-dessus maintenant, mais voilà. Ok. Et donc, je vous propose maintenant de regarder la bande-annonce pour les 4 personnes qui n'ont pas vu le film. Chris Roy Jacker vous attend dans votre bureau. Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer? Ah oui, lui aussi mise à jour. C'est ma fille, June. Elle a disparu et sa camarade de chambre aussi. Sa chambre est au campus Alan Turing. Mode sobriété activé. Ouais, désactivation. Elles ont disparu ensemble. Qu'est-ce qu'elles pouvaient avoir en commun? Le proviseur, il va vous montrer l'enregistrement. J'ai essayé de l'éteindre. C'est pour ça que l'androïde se défend. Désactivation. Il enfreint la directive 1. On a localisé l'androïde. Vous voyez ça? Il s'est pas laissé faire, le gars. Venez voir par ici! Je comprends
comprends pas. Pourquoi construire un vaisseau spatial? Qu'est-ce que Juncho a fait à ce robot? Sa fille soupçonnait June de se prostituer. Regarde ce que je vois en thermique. Vous avez des prostituées humaines? Rien que du synthétique, mais nous nous considérons comme 100% humains. Pas vrai, monsieur? C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot. On a bien vu ce que ça donne, des robots lâchés en liberté. Écartez-vous! Missile! J'arrive, Aline! Ah, ces petits boupou en stéréo là à la fin, ça. C'est ça qu'on aime. Donc, pendant cette conférence, on va parler principalement de la technique, parce que je pense qu'on a affaire à un public de spécialistes, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. C'est un film, évidemment, qui a des choses à dire. Jérémy s'est beaucoup exprimé sur ce qu'il a voulu faire avec ce film avec Laurent, au niveau du scénario, au niveau des thèmes qui sont abordés. Vous pouvez trouver ça facilement en tapant dans Google Jérémy Perrin interview Mars Express. Donc, n'hésitez pas à aller voir. On va se concentrer beaucoup sur la technique, même si, comme le dit Jérémy, ça développera sûrement des thématiques parce que les deux sont toujours liés. On va commencer avec toi, Anne, donc sur la partie décor. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es retrouvée sur ce projet? Ah. Tu te souviens tu reçois un mail, ça se passe comment? Non, même pas. En fait, ça faisait déjà peut-être même 10 ans que je travaillais déjà avec Jérémy Perrin. Un jour, je travaillais chez Je suis bien content sur une série pour enfants. Parce que tu étais déjà dans l'équipe de la semaine, hein, c'est ça? Ouais. Et à ma droite, il y avait quelqu'un qui dessinait des décors de piscine et qui soupirait beaucoup et qui avait l'air de passer un sale moment. Et moi, je crois que je m'ennuyais un peu sur ce que je faisais à l'époque. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je peux te filer un coup de main? Et il se trouve que c'était Michael Robert, donc le directeur artistique de Mars Express et La Semaine ensuite. Et que la personne encore à sa droite, c'était Jérémy Perrin. Donc on a commencé. Donc si tu parles de piscine, c'est que c'est le clip fantasy. Le clip de Die, ouais, tout à fait. Et du coup, Jérémy m'a ensuite appelé pour un autre projet qui s'appelait Fantastique Capote. D'accord. Et qui était pour le port du préservatif. Protégez-vous. et ensuite La Semaine. Et puis au bout d'un moment, en fait, quand on apprécie travailler avec les gens et qu'on est content, on se lâche plus, quoi. Donc on arrive ensuite sur Mars Express. Alors, avant d'aller plus loin, moi j'ai toujours envie de faire mes petits sondages dans la salle. À votre avis, selon ce que vous avez vu dans la bande-annonce ou dans le film, est-ce que les décors sont en 3D, levez la main, en 2D et une hybridation des deux? Ok. Alors, quelle est la bonne réponse? C'est bien, ils sont futés. C'est hybride, évidemment. Mais ça dépend vraiment des séquences, en fait, et des besoins de la narration. Voilà. Par exemple, toi, tu as travaillé sur beaucoup de scènes où il n'y a pas de 3D particulièrement. Tu as tout fait... Moi, c'était beaucoup 2D, mais après, par exemple, dans les séquences où il y a la voiture de Carlos, là, par exemple, qui est en 3D, en fait, on est obligé de se servir des éléments 3D pour construire la 2D. Bien sûr. Parce qu'il y a des mouvements de caméra, parfois. Donc... Ouais, bien sûr. Et puis après, la 3D, ça nécessite aussi beaucoup d'allers-retours. C'est d'abord des recherches, 2D, puis ça part en 3D en modélisation, ça repart, ça revient chez Michael, qui modifie des petites choses, ça repart à la couleur, et c'est pas le même processus, hein. C'est pour ça, justement, que ces productions-là sont intéressantes, pour essayer de trouver des pipelines un peu adaptés selon les besoins, quoi. Ok. Tu nous as amené quelques images, et tu m'as dit que ça, notamment, c'était quelque chose d'important pour toi. Tu peux nous dire ce qu'on voit là, l'image? Ouais. Quand on arrive sur un film comme ça, il y a déjà un travail colossal en amont par Michael Robert, qui a fait énormément de recherches. Énormément de recherches, énormément de documentation, peu importe le lieu. Hein. On arrive, on a déjà une banque d'images monstrueuse, aussi des références d'animation qu'on aime, des références de films. On se partage aussi beaucoup de films. On discute aussi beaucoup. Et là, en l'occurrence, c'est le plan de la maison de Carole, parce qu'on a 2 grosses séquences qui s'y passent. Et on a des besoins en termes de narration pour les placements, ne serait-ce qu'un meuble, la porte, la voiture, elle arrive, de quelle manière elle se gare. Donc voilà, ça c'est un plan très précis de Michael. Et je sais pas si on peut zoomer dedans un petit peu, mais vous voyez, à chaque petite croix, en fait, ce sera au sein de chaque séquence quels sont les déplacements des personnages, de quoi on a besoin. Est-ce qu'à tel endroit on a besoin d'un miroir pour avoir un reflet parce qu'il y a autre chose qui est raconté derrière. Donc en fait voilà, ça c'est un des éléments que je reçois de la part de Michael quand moi je dois designer un plan précis du film et designer la maison de Carole. Et tu as eu ça à chaque scène ou c'est seulement pour certaines scènes un peu compliquées? C'est vraiment pour les scènes compliquées en fait. D'accord. Ouais.
Celle-là, elle était bien tendue quand même. Donc là, ce document. Alors ça, c'est le storyboard de Jérémy, parce qu'il le dit jamais assez, mais en fait, il fait des storyboards tellement poussés que nous, au décor, on s'acharne à essayer de trouver des compositions narratives un peu chouettes, mais il a déjà tout désamorcé en amont. Donc voilà, ça c'est ce que je reçois de Jérémy en fait. Donc là, il n'y a pas les cadres, mais en fait, c'est le travelling du cadre A au cadre B. Donc, avec Carlos qui arrive en voiture. Voilà, c'est ça. C'est la voiture de Carlos qui se gare. Voilà. Ok. Et où on va traverser, on va passer dans la voiture avec Carlos et ressortir avec lui. Alors là, ça, je trouve ça incroyable, les perspectives. Donc là, vous gérez les perspectives avec un mouvement de caméra. Si c'était au cinéma, ce serait comme si la caméra était sur un trépied et qu'on déplaçait la caméra comme ça, en fait. Exactement, ouais. Alors que c'est beaucoup plus simple de faire juste un mouvement de caméra comme un travelling. Là, vous vous donnez le mal de créer deux perspectives différentes. Ouais, mais on a bien les trucs compliqués. Voilà. Mais ça, je crois que c'était une volonté de faire du cinéma qui ressemble à du cinéma. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais je fais exprès de mettre ce temps mort cringe, mais non, mais c'est des trucs qu'on n'a pas du tout inventé pour le coup. C'est des choses qu'on voit pas mal, et notamment, alors ça existe dans le cartoon, hein, effectivement, de montrer un immeuble de la rue jusqu'au sommet et où on fait une espèce de déformation comme ça d'un immeuble qui va devenir très gros et redevenir très fin. Mais il y a des plans très connus de Kiki de Miyazaki où on peut voir le personnage traverser une rue qui en fait est linéaire, mais c'est le plan où elle est sur son balai et elle va passer exactement quand elle arrive en ville. Il y a un bus tout à fait. Et c'est voilà, on recrée des déformations de perspective, voilà, pour arriver donner une fausse impression de 180 degrés avec en fait un décor qui est plat, mais dont la perspective change à travers le dessin en fait. Oui, puis sur Mars Express, moi j'ai beaucoup l'impression de pas seulement dessiner des perspectives, mais de vraiment dessiner un décor qui passe à travers l'objectif d'une caméra. Donc c'est ce qui fait qu'on a ce genre d'anamorphose typiquement, quoi. Donc évidemment, il y a une perspective sur le cadre A et une seconde sur le cadre B. Donc ça, c'est le premier jet, hein, c'est le premier œuf. Ensuite, on voit des personnages, voilà. références. Évidemment, le truc qui est impératif, c'est d'abord de placer la référence de taille des personnages pour qu'évidemment ils puissent évoluer dans le décor. Donc on voit Carlos 10 000 fois. Voilà, donc ça, c'est le premier clean, en fait. Avec, donc ce que vous appelez un clean, donc ça veut dire au propre, c'est ça? Oui, voilà, avec... Il y a quand même un truc sur Mars Express, au début, on s'est dit que, vu qu'on gardait pas forcément le trait à la couleur et que ça allait sauter, qu'on n'était pas obligé de pousser trop le clean et qu'on pouvait être un peu plus lâché. En fait, pas du tout, hein. Plus le film a avancé, plus justement on mettait des intentions d'ombre, de lumière, parce qu'en fait, c'est bête, mais... Si Nombre Porté doit être là parce que ça apporte un sens à la narration et au propos qui est en train d'être raconté, on est obligé de le mettre tout de suite, quoi. D'où toutes ces intentions, voilà. Là, donc, c'est les décors layout de la séquence chez Carole. Donc avant, il y avait le design. Ça, c'est vraiment le storyboard plan par plan. Donc quand on dit un décor layout, c'est on pose le cadre, mais on reste assez simple. Hein. C'est ça, c'est pour voir où est la caméra, la taille des personnages. Alors, mine de rien, c'est quand même assez poussé. Oui. Et mais c'est pour être sûr que tout fonctionne, que rien ne soit oublié, que tous les layers soient aussi bien pensés, qu'on se retrouve pas après à faire des bêtises, hein, simplement. Et en fait, c'est un travail aussi que je faisais main dans la main avec Marion, qui a donc supervisé les layout posing, parce que elle, en fait, elle va récupérer ça pour pouvoir dessiner le personnage en respectant au maximum le storyboard de Jérémy. Donc en fait, on fait aussi beaucoup d'allers-retours ensemble. Donc voilà, le premier qu'on a vu, c'est ce qu'on reçoit nous du studio, donc c'est Chuck qui s'est occupé des décors layout. Et ça, c'est les petites corrections qu'on voit, notamment pour être mieux en perspective. Ça, ces traits-là, c'est des corrections. Voilà. Et là, vous voyez par exemple qu'en effet, il y a une ombre portée qui est très très sharp dans l'entrée de la maison. Ça là. Voilà. Parce qu'en fait, ça, c'est un élément qui est important pour cette séquence. On va le voir juste après, mais il y a donc le point très sharp, Carlos. très net, quoi, très contrasté. Ouais. C'était important que cette ombre-là soit vraiment présente. Donc on voit une indication, là, les voisins ont été réduits pour élargir la route. Alors ça, je l'ai laissé exprès, parce que c'est aussi comme ça qu'on communique entre studios et qu'en fait, c'est des... Oui, voilà. C'est toujours plus simple d'écrire directement sur le document que d'envoyer un message à côté qui peut se perdre. Ouais, alors ça dépend des infos. Ça, c'est une info qui touche le layout propre, mais si l'info va être nécessaire à l'anime et tout ça, on est obligé de le mettre dans le tableau avec le suivi de prod, quoi. Okay. Et donc vous voyez là, moi le premier truc que j'ai fait, c'est de mettre l'export de la voiture en 3D,
parce que c'est bête, mais pour savoir la largeur de la route, il nous faut la voiture. Et du coup, à partir de la taille de la voiture, on a la taille du personnage à côté. Et tout découle de ça. D'où le fait qu'on voit Carole à plein d'endroits différents et qui nous a amené à changer le décor. Et là, on l'a un peu récupéré, nous, à Je suis bien content, parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même assez balèze d'avoir envoyé ça à Tchak et que c'était beaucoup de design. Quand tu dis on l'a récupéré nous, c'est que en fait à Tchak, à Lille, ils font les décors selon vos instructions, mais quand c'est compliqué et qu'il y a beaucoup d'instructions à donner, ça va parfois plus vite de le faire directement. Je suis bien content qui est c'est un peu le Mother Base, c'est l'endroit où tout est piloté, plutôt que de l'envoyer là-bas, c'est ça? Oui, de toute façon, quand on travaille comme ça avec plein de studios différents, on est un peu obligé des fois de pas sauter des étapes, mais d'essayer de trouver des chemins qui font que ça va plus vite. Je pense qu'en plus de ça, un décorateur, on l'épuise. Si on lui renvoie 6 fois le même décor en lui disant que c'est pas bon, à un moment donné, on s'en occupe aussi nous-mêmes, quoi. Ok, donc là c'est la fin de la séquence. Ouais, voilà, ça c'est pareil, c'est un décor. On s'est rendu compte que, mine de rien, il y avait un gros travail au design et aussi beaucoup les végétaux. C'est un truc, on n'est pas tous élus pour bien savoir dessiner ça. Sur Last Man aussi, on avait un peu galéré. Et du coup, on l'a repris, on l'a fait en beaucoup plus grande def pour que justement ça puisse être réutilisé. Et surtout que c'était un peu timide, mais on s'est dit, on est sur Mars quand même, on a le droit de mettre des végétaux qu'il n'y aurait pas du tout dans Paris. De toute façon, c'est un climat qu'on a créé nous-mêmes là-bas. Donc voilà, ça a été un plan important qu'on a refait chez nous, ouais. Enfin, Je suis bien content, pardon. Okay. Avec à nouveau la référence de taille de Carole. C'est le contre-champ en fait, c'est de l'autre côté de la rue. Voilà, ouais, c'est en face de chez Carole. Ok, donc c'est aussi vers la fin de la scène. Voilà, et vous allez voir juste après qu'en effet, l'ombre a toute son importance. Et c'est pareil, le pylône qui est au premier plan. Parce que c'était déjà une volonté de Jérémy dans le storyboard d'avoir une espèce de mouvement de caméra qui donne une impression bien. L'ombre, elle a une importance juste esthétique ou est-ce que ça veut dire quelque chose dans la scène? En fait, dans toute la séquence, on voit des moments Carole dans la pénombre, et puis c'est Philippe, c'est comme ça qu'il s'appelle, son nouveau mari, le méchant. Et en fait, voilà, il passe de l'ombre à la lumière, et on a Carlos qui est de l'autre côté, le point qui arrive. Enfin, là, pour le coup, cette ombre est méga, méga importante, quoi. Et ce pylône effectivement, aussi, c'est pas le même look du tout, quoi. Voilà. Mais c'est une frontière entre les personnages, quoi. C'est simplement ça, c'est une frontière métaphorique. Ok. C'est vachement mieux dit quand c'est lui qui le dit. Entre les personnages qui sont de véritables humains et ceux qui sont des sauvegardés, du coup, pour ceux qui ont vu le film, on va peut-être pas tout résumer, vu que la majorité des gens a vu le film. On va pouvoir voir ce que donne la séquence maintenant, terminée dans le film. On va passer pour le... Ouais. Oui, bonjour. Salut, Carole. J'ai pensé que ça pourrait être bien dans le jardin. Ça vient de la terre. Si tu dégages pas, j'appelle le juge. Ça fait 2 ans que je l'ai pas vu, je t'en prie. Maman, c'est qui? C'est personne. Philippe va pas tarder à rentrer, je te conseille de partir. Je te laisserai pas m'empêcher de la voir. Ah oui? Et tu vas faire quoi? Me frapper? Eh ben voilà, t'as tout gagné. Carole? C'est bon, Philippe. Je vous dérange pas plus longtemps. Ça va, ma chérie? Oui, ça va. T'arrives à temps. Ça va aller, t'inquiète pas. N'aie pas peur. Hé! T'oublies ça! Espèce de... Qu'est-ce que t'essayes de faire, là? Viens, laisse tomber. Ok, bravo. Super. Maintenant, on va passer à une autre étape qui est hyper importante. Et là, on va demander à Marion de nous expliquer son métier, puisque c'est le layout posing. Avant de commencer, je suis toujours très curieux. Qui a une vague idée de ce qu'est le layout posing? On a quand même vraiment un public très très connaisseur. Il y a un bon plus d'un tiers qui connaît ces termes. Donc, est-ce que tu peux, toi, nous expliquer avec tes mots ce que c'est? En général, le layout posing, c'est pas une étape très connue, comme l'animation ou le storyboard ou même les décors.
C'est une étape un peu intermédiaire totalement intermédiaire entre la pré-production. C'est le début de la fabrication en fait, la fabrication de l'image finale, et on intervient avant l'animation, avant que l'équipe d'animateurs arrive. En gros, on balise le terrain pour les animateurs et les animatrices à partir du storyboard, mais aussi des éléments de design des personnages. Et on travaille à partir des décors traits que Anna a préparés. Donc en gros, pour résumer, on prend un peu toutes les choses de la pré-prod, le design, le storyboard, les décors qui viennent d'être faits avant nous. On réunit tout ça et on insère les personnages dans leur rendu final, en fait. Parce que dans le storyboard, alors, c'est particulier sur les films de Jérémy Perrin, les storyboards sont ultra clean. Donc on peut vraiment s'appuyer dessus, mais c'est aussi un piège parce qu'il y a plein de choses encore à dire, à régler techniquement. Il y a aussi, il peut s'être produit des changements de design, justement, t'en parlais, entre l'animatique et le moment où on crée le layout posing. Donc je ne sais pas si c'est... Oui, c'est parfait. Donc layout, c'est comme ça qu'on appelle l'étape où on compose le cadre avec les éléments, et le posing, c'est la mise en place des personnages. Des personnages et la pose qu'ils vont avoir, en fait. Ouais. En gros, on reprend le storyboard et surtout les intentions principales. On va s'attacher à dessiner, par exemple, quand un personnage traverse une pièce, il traverse, il évolue dans la perspective, et nous on va baliser le moment où il est petit au fond de la pièce et le moment où il est un peu plus grand. Donc ça va pas de soi de savoir lire un décor et sa perspective, et de savoir à quel point le personnage va grandir dans le décor au fur et à mesure qu'il avance vers la caméra. Donc ça, c'est les choses qu'on va... mais Anne Raffin prépare ce travail-là quand elle met ses caroles partout. C'est aussi des clés qu'elle nous donne. mais c'est utile pour vous derrière. C'est utile pour nous derrière, mais c'est pas toujours présent. Là, c'est des décors clés un petit peu que tu as montré. Tous les décors intermédiaires où la caméra se balade dans une séquence, on n'a pas toujours des références comme ça. Donc il va falloir nous analyser le décor final, qui peut parfois différer du décor qui a été fait dans le storyboard, et mettre nos personnages à la taille correcte, mais pas que. Alors, il semblerait que ce soit vraiment une étape cruciale pour avoir le rendu final, parce que Jérémy, dans le making-of, tu dis que c'est vraiment l'endroit où tu interviens le plus. Et que tu surveilles énormément cette étape-là. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Parce que je suis un peu chiant. Non, mais c'est que effectivement, c'est là où, comme le disait Marion, c'est là où on met les personnages au modèle. C'est-à-dire que effectivement, c'est gentil de dire que mes storyboards sont précis ou propres, mais même moi, dans le storyboard, au fil j'ai passé un an à travailler dessus, et au fur et à mesure, les personnages ils changeaient un peu de tête progressivement. Enfin, je veux dire, c'est comme le premier album d'Astérix et puis le dernier, quoi. Il n'est pas exactement la même tête, mais en un seul film. Et donc, et voilà, donc il y a aussi un travail il faut mettre à plat les personnages et qui se ressemblent d'un plan sur l'autre, et puis en plus d'un dessinatrice à l'autre, chacun a un petit peu son style, c'est normal, et le layout, c'est le moment aussi où on garantit la ressemblance des personnages en eux-mêmes d'une séquence à l'autre, quoi. Donc effectivement, il faut être très à l'affût de ça, et puis parfois, malgré tout, le storyboard est sujet à interprétation. On n'arrive pas à toujours absolument tout couvrir, et il peut y avoir des faux raccords ou des choses comme ça, et c'est des choses qu'il faut vraiment s'assurer de faire disparaître, quoi. Alors merci, on va écouter un petit extrait du making-of, une petite minute, où tu t'exprimes, Marion, sur le niveau de détail qui est attendu sur le film. C'est l'anatomie qui va dicter les arrangements graphiques, comment on va traiter les plis. C'est d'abord l'anatomie qui va nous dicter comment faire, et ensuite on va essayer de synthétiser tout en étant juste au niveau anatomique. Sinon, elle va reprendre derrière. Je peux pas laisser une épaule qui a l'air d'être une épaule. Il faut qu'elle soit juste. Donc, quand tu dis sinon, il va reprendre derrière, c'est lui. Oui.
Ben oui, mais c'est ce que font tous les réalisateurs et les actrices en général. Enfin, en tout cas, ceux qui dessinent, comme Jérémy et comme là actuellement aussi, c'est pareil. Ils ont leur petite marotte aussi. Hein. Il y a des choses qu'ils ont besoin de voir. Et là, ce qui est intéressant, c'est de savoir que sur Mars Express, Jérémy voulait pas qu'il y ait de triche. Il voulait qu'il y ait un réalisme anatomique avec peu de traits, en fait. Et là-dessus, tu tenais mordicus, en fait. C'est quelque chose qui est important. Oui, moi je supporte pas les petits traits qui servent à rien dans les personnages. Les plis, j'étais hyper chiant avec les plis aussi, pas seulement avec les épaules, mais les plis de fringues, je sais pas, je trouve qu'ils sont souvent mal faits dans les dessins animés des autres. Ok. Alors on va regarder une séquence que tu as choisie. Donc c'est la séquence où Carlos va se faire réparer son bras au magasin. Hop, on y va. Donc non, pas la peine de couper. On va la commenter, en fait, c'est la vidéo qui correspond à l'étape justement du layout posing. Donc on explique un peu, vous allez voir la séquence, mais les personnages ne sont pas encore animés. Et là, vous pouvez voir le travail de Marion. C'est ça que vont recevoir ensuite les animateurs et les animatrices quand ils vont devoir travailler sur la scène. Donc, on voit effectivement... Pas sûr du tout qu'il m'en reste. Voilà, il y a les étapes principales, les positions principales qui sont dessinées. Donc peut-être tu peux commencer à nous expliquer un peu... si tu le souhaites. Vous avez de la chance. Là, on travaille sur les décors très finaux. Donc, là, on ne voit pas le storyboard qui est en dessous, mais il est très important pour mon étape. C'est vraiment, on s'en sert. C'est impératif de revenir dessus régulièrement parce que c'est très facile de s'en éloigner si on l'allume pas de temps en temps. Et le but quand même du layout posing, c'est pas simplement de faire des personnages qui ressemblent aux planches de design qui ont été validées, c'est de ne pas trahir le storyboard, les intentions, les expressions. Il y a des choses qui ont été mises dans les plans qui sont très importantes. Et en fait, faut faire ce travail d'analyse quand on ouvre un nouveau plan. De comprendre qu'est-ce qu'a voulu injecter le storyboarder ou le réalisateur et ce qu'il faut surtout pas rater et passer à côté. C'est très facile de passer à côté. Donc, je dirais que c'est la fonction principale du layout posing pour moi, c'est de vraiment ne pas s'éloigner des intentions profondes de chaque plan. Et là, en particulier sur ce plan-là, tu disais qu'il y avait plusieurs techniques un peu compliquées à mettre en place. Là, oui, on rentre dans la technique, c'est-à-dire que c'est marrant, et Carlos, il est tout le temps coupé en deux, en fait, par un pilier. non, mais ça fait partie des choses qu'on doit voir en tant que layout poser. Alors là, on le voit dessiner en entier, mais évidemment, au résultat final, le pilier sera pas transparent, donc on verra pas la totalité du personnage. Oui, mais nous, on le dessine parce que les animateurs, ils en ont besoin. Donc là, j'ai choisi cette séquence parce qu'elle illustre assez bien le côté technique du layout posing, c'est-à-dire que là, on travaille dans un décor où il y a des OL et des UL. Il y en a pas mal là dans cette séquence. Alors les OL, c'est les overlays, c'est le premier plan, et les UL, c'est les underlays, c'est le plan en arrière. Et puis tout ce qui se trouve entre les deux, parce que là, on a donc le pilier qui est en OL, donc qui passe devant tout le reste du décor et des personnages. Mais on a la table qui est à la fois un OL et un UL parce que Carlos est derrière la table mais son bras est devant. Donc ça, techniquement, dans notre fichier, il faut l'organiser proprement pour que tous les gens qui passent derrière nous, il y en a beaucoup, se mélangent pas les pinceaux. En gros, on bâtit un petit peu ouais, je sais pas comment dire, mais... En tout cas, ce qu'on peut comprendre... On met en place, quoi, on prépare la séparation des éléments. C'est une sorte de millefeuille qu'il faut bien organiser et qu'on donne aux personnes suivantes pour justement que ça reste jusqu'au bout. Et il est important de bien nommer chacun des calques, etc. Bon, c'est jamais fait, mais ça se perd toujours au bout d'un moment. Non, mais... Et pourquoi on fait ça à l'étape de layout posing, c'est pour que justement après nous, par exemple les animatrices puissent se concentrer sur le mouvement et rien d'autre, ni sur le design, ni sur les déplacements, la perspective, mais vraiment sur le mouvement, les intentions, le jeu d'acteur et tout ça. C'est notre but en fait. Et ce qui est frappant, c'est de se dire qu'en animation, en fait, tout est compliqué. Je crois que Jérémy, tu disais qu'en animation, une scène de bataille spatiale, c'est aussi complexe qu'une scène dans une cuisine, en fait.
Parce qu'il faut tout Oui, faire. j'ai un peu exagéré en disant ça, mais disons que ça peut coûter cher à peu près pareil. Disons qu'il y a un plafond, comment dire, il y a un minimum cher pour l'animation de toute façon. Donc, quitte à faire de l'animation, oui, autant faire de la SF. C'est dans ce contexte-là que j'avais répondu ça. C'est probablement, oui. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas faire des films d'anime qui se passent dans des cuisines non plus, tu vois ce que je veux dire. Et donc, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est pour travailler au layout posing, est-ce qu'il faut savoir animer aussi? Alors, c'est pas... Pardon, je réponds. Ok. D'expérience, c'est pas nécessaire. Là, on avait dans l'équipe que je supervisais des gens qui venaient plutôt du chara design ou même de l'illustration. Ce qu'il faut en layout posing comme compétence, c'est surtout un bon dessin, un bon niveau de dessin, un bon niveau d'analyse du board aussi. Il faut avoir un œil d'analyse filmique, je trouve que c'est nécessaire, sinon on passe à côté. C'est souvent ce que je transmets quand je supervise une équipe, c'est regarder où sont les grandes dynamiques, les cadres, là le pilier en plein milieu, je veux dire c'est un truc qu'il faut identifier. Mais il faut surtout un bon dessin. Je trouve pas que être animatrice soit absolument nécessaire. Ça peut aider, ça dépend des séquences. Il y a des séquences qui sont beaucoup plus des séquences d'action où là on a besoin de quelqu'un qui va anticiper l'animation. Donc en général, quand on attribue des séquences, je choisis les profils qui vont convenir à ce qui est aux besoins de la séquence. Il y a des séquences beaucoup plus illustratives où justement les intentions graphiques vont être très fortes et donc on va avoir besoin d'un beau dessin qui reste longtemps à l'image sans bouger. Là, je vais choisir des profils plus de l'ordre de chara designer ou d'illustrateur. Voilà. Mais malgré tout, moi, si je peux ajouter quelque chose, tu vois, toi tu étais chef layout posing et tu es aussi animatrice. Et moi, pour moi, c'est important quand même. C'est-à-dire, je suis d'accord avec toi que c'est pas nécessaire, mais au moins que le ou la chef ait une connaissance des étapes suivantes, qui soit d'ailleurs à l'animation ou peut-être même au compositing, tu vois, parce que justement dans ce travail d'organisation pour toute la chaîne de fabrication, je trouve ça quand même bien. Et donc, pour moi, c'était important que tu sois aussi animatrice. Et que tu aies cette connaissance-là. Oui, en tant que superviseuse, oui, clairement, c'est quand même important d'avoir fait de l'anime parce que, on travaille tous les uns derrière les autres, les uns sur les autres, et avoir une connaissance en tant que chef d'équipe de ce qui se passe avant et ce qui se passe après, c'est quand même ultra nécessaire. Et si on l'a pas, on travaille quand même sur le film, mais on supervise pas, pas encore. Alors on va regarder maintenant le résultat final dans le film. Hop. Vous êtes mort en quelle année? Eh ben, vous avez de la chance que je jette rien. Approchez que je vois les dégâts. Je suis mort il y a 5 ans. Moi, ça fait 9 ans. Cancer d'un endroit que j'ai plus. Et vous? J'ai jamais eu des détails. On n'a jamais retrouvé mon corps. C'était pendant l'insurrection de Novigrad. Il vous reste de la famille? Ouais, une fille. Mais avec mon ex, on n'est pas en très bon terme. Vous avez de la chance, le socket a l'air intact. Et voilà. Elle a pas supporté le changement, j'imagine. Non, on était déjà séparés quand c'est arrivé. J'étais violent avec elle. On se réunit tous les mercredis soirs entre sauvegardés pour discuter. Si vous avez un coup de mou, n'hésitez pas à passer. Merci. Et on arrive du coup à l'étape suivante, qui est l'animation. Donc Anaïs, toi tu animes. Tu étais à Angoulême, dans le studio Borderline, donc tu n'étais pas directement à Paris, je suis bien content avec le reste de l'équipe. C'est ça. Ça se travaille à distance. Donc comment ça se passe? Tu reçois donc le travail de posing, tu l'analyses, et qu'est-ce qu'on te donne comme indication? Qu'est-ce que tu as comme matériel pour travailler? Alors nous déjà, quand on commence à travailler sur un projet, on reçoit l'animatique complète de tout le film. Donc le premier jour, ce qu'on fait dès le début, c'est de regarder l'animatique du film au complet. Parce que c'est important pour savoir qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils font, quelle est l'histoire, quelles sont les émotions dans les différentes séquences. Donc jour 1, on regarde l'animatique du film, plus s'il y a plus. En l'occurrence, moi quand je suis arrivée, il n'y avait que l'animatique qui était complète.
Et ensuite, pour les séquences spécifiques, dans ce cas très précis, on recevait en fait toutes les séquences à animer, plan par plan, avec dans chaque fichier de plan, le décor, le layout, l'animatique de ce plan précis, le son, très important le son. Qui n'était pas forcément définitif, mais tu avais quelques voix et quelques bruitages, j'imagine. Je ne sais pas si le son était définitif ou pas dans tous les cas. Il m'avait l'air assez... non, il n'était pas... Bon, le son n'était pas quand même définitif. assez complet, quoi. Il était quand même très complet par rapport à ce que j'ai pu avoir dans d'autres productions où on entend que c'est une voix témoin, parfois doublée par le réalisateur lui-même, et donc là on n'a pas trop de doutes. Mais là, non, c'était quand même assez avancé, assez précis, souvent avec les bruitages dont on avait déjà besoin pour animer, puisque par exemple s'il y a un impact, c'est mieux d'avoir le son de l'impact au bon moment pour pouvoir le timer correctement. Donc on reçoit en fait un fichier assez complet avec tout ça pour travailler. Et j'en profite pour faire une petite précision, quelque chose que tu as beaucoup rappelé, Jérémy, en interview, mais qu'il est bon de rappeler une dernière fois. Il y a deux techniques d'animation. Il y a de l'animation 2D pour les personnages humains et de l'animation 3D pour les machines. Et donc, là, on parle d'animation 2D. Ah oui, mais ça, du coup, c'est intéressant de préciser qu'il y a beaucoup de plans où il y avait de l'animation 3D et de l'animation 2D, et que selon les plans, souvent, on avait l'animation 3D qui était déjà présente, mais pas toujours. Des fois, on avait les poses layout de la 3D. Dans la séquence de la voiture qu'on verra plus tard avec un robot qui bouscule, la voiture n'était pas présente quand moi j'ai animé, donc je me suis dit bon, elle est par là, il n'y a pas d'interaction avec, donc ça va. Mais le plus souvent, quand même, l'anime 3D était faite dans mon souvenir, mais c'était pas systématique non plus. Et donc, oui, ça pouvait dépendre, simplement, ça dépendait de quel personnage et donc quelle technique, dans le cas de mix comme ça, était moteur du plan et de l'animation en fait. Si c'était un robot qui devait saisir un personnage, un humain, et dans ce cas-là, c'est plus le robot qu'on anime d'abord et on anime le personnage 2D en réaction au mouvement. Voilà, ça dépend de qui est agissant et qui est en réaction, quoi. Et on m'a dit que le personnage de Carlos était particulièrement compliqué à animer. C'est une machine, il aurait dû être animé en 3D, mais le réalisateur a choisi que pendant une partie du film où il se considère encore humain, il soit dessiné à la main. Donc ça veut dire que vous avez dû animer un robot avec des proportions qui doivent être parfaites. Est-ce que c'était effectivement... tu confirmes? Est-ce que c'était dur? Honnêtement, ça dépend de ce qu'il devait faire dans cette séquence. Ça dépend des plans spécifiques, parce que en vrai... Si Carlos est juste en train de marcher dans la rue, c'est pas très différent d'animer un personnage humain, surtout pas dans ce style-là qui est extrêmement boulonné, verrouillé au niveau des proportions et des dessins. Il n'y a pas de triche, que ce soit sur un robot, sur Aline, sur n'importe quel personnage secondaire qu'on revoit jamais. Donc à partir de là, c'était vraiment, je pense, sur certaines actions spécifiques où peut-être c'est le fait qu'il plie et déplie le bras dans la perspective, et alors là, on peut pas faire un petit trait pour ajouter en fait la souplesse de la chair. Non, c'est un tuyau, il ne bougera pas. Donc bon. Et moi, je me demande, est-ce que ça le fait de travailler à distance, ou est-ce que parfois ça manque de pouvoir avoir accès directement à l'équipe qui mène le projet? Alors encore une fois, ça dépend. Là, c'était vraiment la période post-Covid, donc en fait, c'était le 3e long métrage que j'enchaînais avec les réals et les chefs parfois à distance. On avait des chefs animes sur place quand même, on a eu Lison notamment. Donc c'est bien d'avoir quand même un référent sur place, je pense. Au moment de discuter l'acting ou certaines corrections, c'est vraiment très utile d'avoir la visio. Là où c'est vraiment dommage de ne pas avoir des gens sur place, en fait, c'est plus pour les petites corrections et discussions spontanées qu'on ne peut pas avoir. En fait, au moment du brief, il n'y a pas de différence. Mais c'est vrai que là, à distance, on n'a aucun moment où, je sais pas, Jérémy ou Anné auraient pu passer derrière moi et dire qu'est-ce que tu fais, et se rendre compte avant que j'avais pas compris quelque chose ou quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment l'avantage du présentiel. Mais au moment des briefs, des explications d'intention, en vrai, des fois, c'est même plus pratique d'avoir la visio parce qu'on a un enregistrement pour se référer à ce qui a été dit. Et si nos notes sont pas super complètes, on est bien content de pouvoir regarder en loose day la visio en mode j'ai un petit peu oublié de quoi on parlait à ce moment-là. Ça peut être pratique aussi d'avoir cette trace-là. Donc il y a des pour et des contre, comme toutes les techniques qu'on choisit à tous les niveaux.
Alors, on va parler un peu maintenant d'acting. C'est hyper important. On n'y pense pas souvent, mais animer, c'est aussi faire de l'acting. J'ai vu souvent des gens en train d'animer faire des têtes incroyables parce que leur personnage était en train de soit de souffrir, soit d'être en colère. Alors, en dessinant, ils prennent la même tête. C'est assez fascinant. On va t'entendre un petit extrait du making of. On va t'entendre t'exprimer sur la question. On ne fait pas les mêmes synchronisations labiales selon l'humeur du personnage. Donc là, on a quelque chose de tendu. C'est très subtil, d'ailleurs, ça se voit là que chaque personnage a vraiment un lips personnel. C'est pas les mêmes volumes. Et du coup, oui, il faut connaître la psychologie du personnage à ce moment-là. Et même dans les petits actings qui sont subtils, c'est pareil, genre un haussement d'épaule, c'est pas la même chose si c'est un haussement d'épaule détendu ou si c'est un haussement d'épaule de laisse-moi tranquille ou ce genre de choses. Ça se joue à des demi-millimètres à chaque fois, mais c'est toujours... je pense qu'on peut pas se lancer dans une scène si on sait pas ce qui s'est passé un peu avant et un peu après. Ok, mais c'est très clair. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Je vais peut-être exagérer en disant que ça se joue au demi-millimètre, des fois c'est quand même un peu plus évident que ça. Je suis pas sûre que j'ai grand chose à ajouter, sauf si tu as une question spécifique. Je sais mais pas quand si tu dis j'ai pas été demi-millimètre, on comprend qu'un trait un peu mal placé et tout de suite c'est plus la même tête. Surtout sur Mars Express, parce que le cartoon donne beaucoup plus de choses qu'une ligne aussi claire que ça. Et donc effectivement, dans le cas de sourire ou de rictus par exemple, les expressions, non, il faut que le trait soit exactement là où il doit être, parce que déjà, s'il est pas au bon endroit, c'est pas le bon personnage, et en plus, l'expression est pas la bonne. Et là, on n'a vraiment rien pour se cacher derrière. Alors, on va maintenant regarder quelques scènes que tu as animées. Maîtrise. Si je vous demande pour le brouillage, c'est parce qu'il va nous empêcher de travailler. Alors, on peut laisser allumer, parce qu'on va commenter en même temps. Si je vous demande pour le brouillage, c'est parce qu'il va nous empêcher de travailler. Donc là, tu as animé le personnage d'Aline, et le personnage de Lem, le robot, lui, est en 3D. C'est ça. Donc, quels étaient les challenges, quels étaient les défis sur cette scène? Alors là, c'est un plan Blender. Oui, Blender. Voilà, je vais un peu rentrer dans le technique là parce qu'on m'a dit que c'était. C'est ok. Voilà, c'est ok. Ouais. Alors, Mars Express, c'est un film qui est hybride à plein de niveaux. Donc, il est hybride parce que c'est de la 2D et de la 3D, mais il est aussi hybride au niveau des logiciels qui ont été utilisés pour le faire, puisque donc il y a des plans qui ont été animés sous Blender intégralement, y compris la 2D, alors qu'il y a d'autres plans qui ont été sous Flash Animate. Donc ça, c'est un plan qui a été fait sous Blender, et quand moi j'ai été engagée, j'étais, je crois à ce moment-là, la seule animatrice à Angoulême à faire du Blender. Je crois que les autres étaient sous Flash exclusivement. S'ils sont dans la salle et qu'ils veulent me corriger, c'est le moment, sinon j'ai raison pour toujours. Donc là, c'était le premier plan Blender que j'ai fait, et donc il y a un mouvement de caméra. Donc, en 2 mots, Blender, on peut avoir une scène en 3D sur laquelle on peut dessiner, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Sauf que la scène 3D a une profondeur, c'est une scène 3D, on peut tourner dedans. Par contre, le 2D est sur un objet particulier que on a essayé au maximum de garder lié à la caméra, ce qui fait que si on déplace la caméra par inadvertance, toute la 3D change de place, mais Aline reste au même niveau pour le spectateur. Donc, on a l'impression qu'elle glisse, et c'est pas bon. C'est ça. Donc là, quand on a un mouvement de caméra en plus qui va au contraire du mouvement du personnage, on est pratiquement obligé de faire de l'animation à 1. Donc l'animation à 1, c'est quand on fait un dessin sur chacune des 24 images qui va passer pour les secondes. Sinon, on anime beaucoup à 2, voire des fois à 3. On peut faire beaucoup de choses. Mais sur un pan avec un mouvement contraire, si on ne fait pas vraiment un dessin par image, ben en fait le personnage est très saccadé. Je pense qu'il il y a beaucoup de confusion là-dessus. On va préciser quelque chose. Quand on dit qu'un film est animé à 2, c'est-à-dire 12 images secondes, ou à 1, 24 images secondes, c'est rarement sur tout le film. Dans le même plan, il peut y avoir quelques images animées à l'image, et puis après on va passer à 2 images secondes, puis à 3 images secondes. On peut voir que le framerate de Aline ralentit à la fin. Il y a un petit peu moins d'images par seconde. Donc c'est pas une règle absolue sur tout le film. Oui, parce qu'à la fin... Non, je voulais juste que tu as dit 2 images secondes ou c'est pas 2 images secondes, c'est 2 fois la même image de voilà, suite. C'est ça. Pour parce faire que 2 images secondes, c'est vraiment très saccadé. Ouais, c'est très saccadé. Voilà, c'est confusant, mais c'est vrai que c'est du vocabulaire d'anime, quoi. Oui, donc à la fin de ce plan-là, comme la caméra ralentit, à ce moment-là, c'est ok visuellement de faire moins de dessins par seconde, parce que ça se voit plus. Ok, on a d'autres plans à observer. Donc là, c'est un très joli plan de Carlos
qui va se faire déplomber, a priori, et donc il sort voilà, tout son attirail. Voilà, et donc ça, c'est un des plans que... sort son attirail, incroyable. Donc là, c'est un des plans, tu me demandais tout à l'heure si j'avais animé Carlos, ça c'est probablement un des plans que j'ai le plus aimé faire, même si je crois que sur la fin, Nils s'est un petit peu arraché les cheveux au niveau des OL-UL. Il y en a beaucoup, des objets qui passent devant, derrière, voilà. Et sur ce plan-là, donc ça c'est un plan flash par contre, le mouvement de caméra étant assez simple, il n'y a pas eu besoin de le faire sous Blender. Et celui-là, il était particulièrement intéressant parce que j'ai dû me référer si longtemps au modèle 3D de Carlos, qui avait notamment du coup tous les éléments qu'il doit déplier avec pour gérer la perspective, le design, je veux dire, vous voyez bien que c'était une tannée, ça se voit, non? Mais j'ai beaucoup aimé le faire. On voit que les ombres sont faites en bleu. Pourquoi en bleu? Pourquoi pas en gris? Parce que alors déjà on utilisait un gris pour détacher le personnage du décor. Et après, c'est souvent des conventions sur les productions. Des fois, les ombres sont en bleu et les highlights sont par exemple en jaune cerné de rouge si on est un petit peu dans les codes japonais. Vraiment, ça c'est une convention sur la production. Si on le voit, c'est que c'est une ombre ou un remplissage. Voilà. Disons que ça permet de, comme tu vois, le layout derrière les personnages est déjà en noir et blanc. Ça permet tout simplement de le voir immédiatement si il manque un bout, si c'est une ombre ou si c'est un bout de décor ou si ça a été fait ou pas et ça n'a pas été oublié. Le bleu pète, le bleu se voit. D'accord. Donc là, voilà, vous avez vu le résultat dans le film. Ici, alors on n'a pas l'animation que tu as faite, mais on peut voir comment était prévue l'animatique. Donc là, un plan assez compliqué avec de la 2D, des personnages 2D et un personnage 3D et un mouvement de caméra en même temps. Donc là, voilà, ça a dû être compliqué aussi pour vous. Moi, je l'appelais le money shot. Je crois qu'il avait d'autres surnoms dans le studio parce qu'il y en avait qui le regardaient et qui voyaient que il est long. Je pense que c'est l'un des plans sur lesquels j'ai préféré travailler aussi. Même moi, j'aime souffrir, sinon je serais pas dans l'anime. Donc. Oui, tu disais dans le making-of que quand tu reçois un plan particulièrement complexe, ça te motive en fait. Ah oui, moi je suis contente. Ça te décourage pas du tout. Oui, je reçois un blink, je suis là genre je reçois ça, je me dis oh là là, ça va être dur. donc celui-là, oui, il y a tout. Il y a le mouvement de caméra, il y a de l'animation 3D, c'est Blender, il est super long, donc il est super lourd, la bécane n'en peut plus. Il y a tout ce qu'on aime. Et donc même les personnages tertiaires qu'on revient jamais, donc qu'on ne revient jamais, qu'on ne revoit jamais. On voit qu'une seule fois, ouais. Voilà, au niveau du design, donc du coup, il n'y a pas vraiment, il y a les références dont on a besoin, mais c'est vrai que par rapport à Aline, où on avait vraiment tout ce qu'il fallait pour la dessiner sous tous les angles. Bon, des fois, sur les personnages très très secondaires, on pouvait avoir des questions de volume, mais en même temps, c'est moins grave. Oui, d'accord. Non, c'était vraiment le plus long des plans sur lesquels j'ai été. Mais qu'est-ce que c'était bien! Parce que quand la caméra revient vers Aline, ça fait partie du même plan? Oui, ça fait partie du même plan. On n'a pas fini. Ok, incroyable. Un autre plan, là c'est vers la fin du film, quand il y a un robot qui se réveille juste avant de se faire, comment on dit déjà Déplomber? Non. Déconstruire? Déconstruire, voilà. Et donc il se rebelle un peu, enfin il essaie de se sauver, et les opérateurs l'enferment dans la machine à déconstruire. Donc là, c'est une scène, enfin on a un montage hybride entre des plans du storyboard, là c'est du storyboard, et on voit quelques plans qui sont animés, celui-là par exemple. Donc pourquoi tu as choisi de montrer ce plan-là? Parce que ça fait partie des rares séquences où des plans que j'ai animés avaient une interaction très directe avec la 3D. Quand il donne des coups de pied dans le robot, par exemple, et ben là, on a vraiment le rythme qui était donné strictement par le robot, qui était déjà animé et qui me donnait toutes les indications de Vlasek en fait. Vlasek, c'est donc le personnage qui tape. Voilà, c'est celui-là qui se plaint de sa moto. Oui, moi dans ma tête c'est Nexus parce que c'est la voix de. Mais voilà. Donc oui, c'était pour parler de ça et aussi parce que je trouvais que c'était un peu plus visible sur celui-là, mais je sais pas si ça l'est tant que ça. Les différences du coup de framerate entre l'anime 3D et l'anime 2D, où c'était aussi un choix de pas forcément faire toujours l'anime 2D à 1, même s'il y a de l'anime 3D dans le plan et que du coup on voit un petit peu que c'est pas tout à fait le même monde.
Tout à fait. Par ailleurs, les robots ont quand même été beaucoup animés à 2 images aussi, enfin au pas de 2, pour pas qu'ils soient non plus trop fluides. On essayait de caler le type d'animation des robots en 3D sur la 2D. C'était vraiment, malgré tout, esthétiquement, globalement, c'est la 2D qui était, qui lead l'esthétique du film. Et donc la 3D devait être plus inféodée à la 2D que l'inverse. Parce que vous vouliez pas que la 3D soit trop fluide, c'est ça, par rapport au reste, ça aurait été artificiel? Ouais, c'est ça. C'est comme les ombres sur les personnages ou les lumières sur les robots. C'est pas des ombres réelles, c'est pas des ombres calculées avec une vraie lumière dans l'espace 3D. C'est des textures en fait. C'est des fausses ombres parce qu'en fait on a fait ces tests évidemment d'animer réellement les ombres et d'un seul coup c'était trop réaliste par rapport au dessin. Vraiment, quand on projetait une lumière d'un personnage et qu'on voyait sa propre main projeter une ombre sur lui, etc., ça devenait très réaliste avec tous les doigts. Ça nous aurait forcé sur les personnages 2D à faire aussi complexe. Et si c'est faisable, bien sûr que c'est faisable, mais on n'avait pas le temps de faire ça. On savait que ça allait être trop compliqué. Donc, le plus simple, c'était que on fasse des sortes de fausses ombres en texture. Un travail, si je comprends bien, de rendre les personnages 2D plus compatibles avec les personnages 2D en les ralentissant au niveau du framerate. C'est ça. Et en faisant des ombres à la main au lieu de les calculer directement par ordinateur. Exactement. Impressionnant. On va passer au son maintenant. Donc Fanny, tu es venue nous en parler. Hop, je reviens. Voilà. Donc toi, tu interviens vraiment à la fin de la production, même si effectivement, pendant la production, tu as déjà des réunions parce qu'on te parle un peu de ce que va être le film, pour que tu commences peut-être à faire des recherches, j'imagine, à réfléchir au film. Mais à la fin, c'est là où ton travail prend tout son sens. Donc toi, tu fais du sound design et du montage son. Pour qu'on comprenne bien, il y a 2 façons de faire du son dans ce film et dans d'autres films aussi. Il y a une partie qui est faite avec ce qu'on appelle les follets, c'est-à-dire que c'est un vrai bruiteur qui prend des boîtes de conserve, des machines, des écrous et qui fabrique des bruits à l'image. Ça a été fait pour Mars Express. Mais toi, ton travail, c'est plus du travail numérique. Tu vas créer des sons avec des bases sonores que tu vas triturer, que tu vas modifier, que tu vas remonter pour créer le son de Mars Express. Oui. Tout à fait. Donc je travaille vraiment en collaboration déjà avec le bruiteur ou la bruiteuse. Et donc la plus grosse partie de mon travail, c'est de créer l'univers sonore du film. Donc sur Mars Express, et on a un gros défi parce que Mars n'est pas le Mars que l'on a l'habitude de voir. Et il faut absolument que le spectateur croit au son qu'il entend, qu'on arrive à créer un univers réaliste, malgré le fait qu'on soit sur la planète Mars et qu'on soit à l'aise avec ça. C'est pas facile à expliquer, mais en tout cas, mon travail était en partie de faire croire à cet univers-là. Et moi, j'aimerais bien savoir d'abord, qu'est-ce que c'est exactement que le montage son? J'ai une petite idée, mais peut-être qu'elle est incomplète. Tu peux nous dire en quoi consiste le travail de montage son? Oui, alors le montage son, c'est pour moi indissociable du sound design de toute façon. Le montage son, ça va être plus l'action de synchroniser les sons à l'image. Mais il y a toute la partie sound design qu'on est obligé de faire parce qu'on ne va pas juste prendre un son dans une banque et le coller à l'image. Une banque, c'est une banque de sons déjà préenregistrés. Tout à fait. Soit moi je suis allée faire des enregistrements à droite à gauche, soit j'achète, parce que ça se fait aussi, d'acheter des collections. Je ne trouverai quasiment jamais ce que je cherche exactement. Ça va jamais être au bon rythme ou ça va jamais être le son dont j'ai besoin à ce moment-là. Il va falloir toujours que je mélange plusieurs matières. Que je les passe dans ce qu'on appelle des plugins pour soit les accélérer, les ralentir, les mettre à l'envers ou créer de la distorsion. Voilà. Et tous ces mélanges-là vont amener à une création qui est très personnelle au film parce que quand je travaille sur une bande-son, moi j'aime bien vraiment qu'elle soit très spécifique au film.
je ne réutilise pas, j'essaye de ne pas réutiliser ce que j'ai fait pour un film ou une série pour un autre programme. Ça a l'air vraiment ultra difficile, mais en même temps satisfaisant à faire comme travail. On va t'entendre t'exprimer un petit peu durant le making-of au sujet du son. Hop, on va écouter comme ça pour... Ouais, c'est mieux. J'ai tout de suite eu la sensation qu'il fallait que la bande sonore soit vraiment à l'image de ce qu'on voit, et donc très, à la fois sobre et à la fois chic, et très, très beau, quoi. Et je trouve que c'est très bien choisi comme mot, parce que effectivement il y a une espèce de classe à l'image. C'est ça, j'imagine, que tu as ressenti et que tu as voulu retranscrire dans le film. Alors c'est quoi un son chic? Comment est-ce que tu définis? J'ai un terme aussi, c'est élégance, c'est-à-dire que on peut parler des voitures notamment. Les voitures sont très belles, et j'avais pas envie, mais je pense que Jérémy non plus, n'avait pas envie qu'on vous en mette plein les oreilles, quoi. Enfin, ces voitures-là, c'est pas des voitures, elles sont... Elles touchent pas le sol déjà, elles sont en lévitation, c'est ça? Oui, alors déjà, le gros challenge, c'est que, enfin, le gros défi, pardon, c'est que les voitures sont très légèrement au-dessus du sol, mais pas beaucoup quand même. On va peut-être parler justement du son des voitures. J'ai préparé quelques extraits, on va écouter ça ensemble. Un petit best-of de voitures dans Mars Express. Hop. Non, il nous faut un expert en piratage. J'ai bien une idée, mais... Oh non. Ok. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs scènes différentes. La voiture va vite, parfois elle va lentement. On a aussi des scènes à l'intérieur de la voiture. Tout ça, j'imagine que c'est différent à chaque fois. C'est pas juste un son qu'on remet. Oui, bah à l'intérieur, c'est très très calme. Limite, on n'a pas de son. Ils sont très bien insonorisés. Très feutré, voilà. On est comme si on était dans son salon tranquillement. À l'extérieur de la voiture, on avait défini ensemble avec Jérémy que déjà les moteurs sont électriques. Tout est propre, on va dire. Le son est très continu, il n'y a pas de changement de vitesse brutal, il n'y a pas de... À mon sens, on est proche de quelque chose d'un peu musical, mais aussi il fallait que ça puisse passer dans la musique. Donc plein de contraintes entre guillemets, mais qui sont sympathiques. J'avais commencé par tester un son de turbine sur les voitures, donc plutôt son un peu vaisseau spatial. Ça ne marchait pas parce que les voitures malgré tout sont très proches du sol, et là on avait vraiment l'impression qu'on volait à plusieurs mètres au-dessus du sol. Donc j'ai essayé et je ne sais pas si on le détecte, mais en tout cas rajouter une composante un peu magnétique, un peu plus lourde, qui la rapproche du sol avec le son. Alors peut-être que c'est pas très clair ce que je dis, mais... Non, c'est très clair. Jérémy, tu disais que quand tu arrivais à l'étape du son, tu utilisais ces mots-là. Ça réenchantait un peu le film dont on avait ras-le-bol. Oui, il y a énormément d'étapes du film, j'en avais marre de ce film, et puis l'étape suivante, réenchanter les précédentes, mais c'est tellement le processus long de fabrication qui malheureusement donne ça. Mais oui, le son c'est tellement génial, comme toutes les étapes bien sûr. Mais ça ajoute vraiment une troisième dimension, je trouve. Nous on est tellement dans ce dessin à plat, etc. Voilà, le son, ça met aussi le volume, la distance. C'est encore un autre moyen d'élargir le spectre. Il y a
beaucoup de hors-champ aussi avec le son. Donc vraiment, ça vient énormément enrichir l'image. Et à propos des voitures, c'est vrai que cette élégance et tout ça dont tu parlais, on était aussi sur une question de confort en termes de voiture. On voulait qu'elles aient l'air d'être extrêmement perfectionnées, de pas être bruyantes, que tout soit rassurant. Et donc c'est pour ça que, et c'est l'autre défi qu'on avait avec les voitures justement, c'est que on avait cette possibilité de pas faire tellement de son. Puis d'ailleurs on en avait parlé avec le designer Félix Godard qui a fait le design de la voiture d'Aline et Carlos. On lui posait des questions sur les sons de voiture parce que c'est un authentique designer de voiture, hein, c'est pour ça que je parle de lui. Et donc on voulait lui poser des questions très techniques et très pragmatiques sur les fabrications de voitures aujourd'hui, et que sur les voitures électriques il y a des sons ajoutés elles pourraient être beaucoup plus silencieuses qu'elles ne le sont aujourd'hui en fait. C'est artificiel le son qu'elles font pour que simplement si on fait pas gaffe et qu'on traverse dans la rue, on puisse quand même les entendre et pas se faire renverser. Et donc on avait vraiment toute l'attitude pour bruiter ces voitures. Et le défi qu'on avait également avec ces sons discrets, c'est qu'il fallait quand même qu'ils soient un peu dynamiques ou qu'on puisse les dynamiser pour une scène en particulier du film où il y a un accident de voiture, qui a énormément de circulation, etc. Et c'était aussi un des grands défis du film, cette séquence. Parce que au cinéma habituellement les scènes de poursuite de voitures, on profite évidemment des moteurs à explosion et de tout ce que une voiture peut produire de son pour faire sauter, péter des dynamiques sonores, etc., des contrastes et tout. Et là ça devenait un peu plus compliqué, donc il a fallu tricher avec d'autres effets, etc., quoi. Mais c'était passionnant. Justement, on va regarder une scène avec un accident de voiture spectaculaire. Quelqu'un nous jamme, et on vient d'être verrouillé. Donc on écoute bien le son. J'arrive pas à voir d'où ça vient. Missile! Alerte collision. Fais chier. Ok. Combien de temps pour une scène comme ça? Longtemps. J'aurais du mal à quantifier parce que en vérité, j'y suis revenue plusieurs fois. J'ai d'abord fait la voiture de Carlos et Aline. J'étais très réticente à faire toutes les autres voitures parce qu'il y en a énormément. Elle passe de gauche à droite, devant, derrière. Donc, oui, surtout à la fin, une fois que l'accident est passé, il y en a plein. Il y en a plein. Ouais. Tout le monde, en plus, tout le monde s'en fiche. Tout le monde est en pilote automatique, donc ça roule. Voilà, il y a des changements d'axe, il y a plein de voitures différentes, il y a plein de modèles différents. Donc, je saurais vraiment pas dire combien de temps j'y ai passé, mais c'était. Et pour chaque voiture différente, j'imagine que tu prends une base commune et puis tu changes un peu quelques potards pour que ce soit. Oui, après il y a pas mal de modèles, mais qui reviennent malgré tout. Donc j'ai quand même réutilisé comme si j'avais trois Clio. On peut pas changer le moteur non plus parce que c'est malgré tout la même voiture, quoi. Et puis bien sûr il y a l'accident lui-même. Là c'est un moment spectaculaire du film, donc faut qu'on sente la tôle cassée, quoi. Voilà. Donc, aussi le souci qu'on avait, c'est que je peux pas mettre de dérapage, et quand on regarde la majeure partie des films, quand il y a un accident, en fait on n'entend même plus les moteurs des voitures, on entend les dérapages. C'est le son officiel de l'accident. Voilà. ça n'arrête pas, et bon alors il faut trouver des astuces. Donc là on utilise des sons qu'on appelle des whoosh, qui permettent de faire des déplacements secs de la voiture. Oui, dans votre jargon, les whoosh, c'est tous les sons qui représentent des mouvements. C'est ça. Donc ils sont plus ou moins, ils sont complètement liés au poids de l'objet qui se déplace. Donc là, pour la voiture, c'est des bons gros whoosh qui vont même des fois dans le sub, comme ça, donc le caisson de basse. Voilà, ouais. Donc en général, ça fait un peu trembler la salle. Et pareil pour l'accident, quoi. On y va. Là, pour le coup, on y va à fond. Là, j'ai arrêté l'élégance à partir du moment où
Alors moi j'ai adoré les sons des petits carreaux qui s'allument, la petite zone de sécurité. Oui, alors ça, j'en ai pas parlé avec Jérémy, pas particulièrement. Enfin, je me souviens. Moi, ça m'a tout de suite évoqué différentes choses. Un jeu vidéo, enfin, sans avoir un nom en tête, mais en tout cas le jeu vidéo, on va dire. Mais aussi, moi, ça m'a évoqué le jeu Simon. Auquel j'ai joué quand j'étais petite. Et donc, dans ce son-là, il y a un mélange on va dire, de dalles électriques qui s'allument, et il y a aussi une composante un peu musicale. Et ça, c'est très amusant parce que c'est aussi une référence jeu vidéo pour toi, Jérémy. Ouais, tout à fait. Mais c'est une époque où je jouais à Shining Force, pour ceux qui connaissent ce jeu Mega Drive. Et si vous voulez, c'est un tactical RPG. Et quand on choisit ses unités, il y a l'aire sur laquelle on peut agir d'action des personnages, de déplacement ou de tir, etc. Et ça se représente par un damier comme ça coloré autour des zones des personnages. Et donc oui, comme j'avais ça en tête, je me suis dit tiens, c'est un moyen d'utiliser une iconographie connue. Oui, on le voit dans le making of, c'est un peu organique, c'est-à-dire c'est le jeu auquel tu jouais le week-end d'avant. Donc 2 jours après, t'es sur le board. Bon, voilà. Moi, j'ai pas d'idée en fait. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas un plan prévu depuis 10 ans. Non, c'est vrai. Je mettrai Shining Force dans Mars Express. Je savais qu'il devait y avoir un marquage au sol, il me semble. Quoique, je me souviens de Laurent qui me disait que c'était pas dans le scénario. Je crois que c'était pas dans le scénario, c'est vrai. Mais je m'étais déjà fait l'idée que ça serait marrant de montrer que énormément de matière dans le film pouvait être également des genres d'écran, quoi, qu'il y ait une espèce de fine couche de peinture qui laisse passer une... tout le monde est un écran, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc, jusque dans la route des voitures, et donc de profiter d'avoir des indications animées sur le bitume. Et donc, après, la forme que ça aurait, je savais pas encore, et puis je me suis dit, tiens, c'est marrant ce côté RPG tactique, et donc, Mais c'est vrai que je me souviens pas qu'on ait discuté du bruitage que ça aurait. On a dû peut-être parler de est-ce qu'on le bruite ou non. Et puis je pense que tu es arrivé avec ça et j'ai fait super. Non, mais c'était très bien. Il y avait un truc très ludique avec cette montée de notes. Ça, moi, j'étais partant, quoi. Eh ben, merci beaucoup. On arrive presque à la fin. J'aurais une dernière question pour le public. C'est vraiment par curiosité. Le film offre 2 interprétations à sa scène finale. Et j'aimerais bien savoir comment vous avez compris cette fin. Donc, est-ce que vous pouvez, ceux qui ont vu le film bien sûr, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui pensent que la fin est optimiste et que les robots vont créer une nouvelle civilisation numérique? Et qui imagine un film où les robots partent vers une mort certaine, en tout cas une disparition? Donc on a beaucoup plus de mais ça, je pense que c'est à cause de l'actualité et que... Donc, vous le savez sûrement si vous avez suivi le projet, parce que Jérémy et Laurent se sont exprimés dessus de nombreuses fois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en écrivant le film, ils avaient 2 visions différentes. Et au lieu de trancher, à un moment donné, Jérémy a dit, mais peut-être qu'au niveau de la mise en scène, je peux créer quelque chose qui permette de comprendre les deux. Et ce sera au spectateur de décider ce qu'il va comprendre du film. On arrive au bout. Vraiment, merci beaucoup d'être venu parler du film ici à Jonetsu. Merci à la Convention de nous accueillir. On a vraiment beaucoup de chance de les avoir tous autour de cette table. Il y en a pour qui c'était difficile de venir et de s'exprimer, c'est des gens de l'ombre, mais c'était vraiment super de pouvoir les entendre parler de ce film que moi je trouve extraordinaire. Je vous conseille vraiment de vous procurer le making-of qui va sortir uniquement dans la version Blu-ray, je précise. Si vous prenez le DVD, il n'y a pas le making-of. Donc l'éditeur a accepté de mettre une galette en plus juste pour ça. Donc je vous souhaite un bon visionnage et merci encore. Merci beaucoup. Merci. Et merci en effet pour cette multiplicité de points de vue. C'est ça qui était aussi super intéressant, parce qu'un tel film qui implique tant de corps de métier et tant d'éléments différents, c'est très intéressant de savoir comment chacun vous les avez perçus de votre côté. En tous les cas, de nouveau merci à vous tous, une équipe française pour Mars Express qui nous a brillamment présenté donc cette belle œuvre que l'on vous invite, si vous ne l'avez pas vue, à rattraper sur tard. Ça va. Merci à eux.